Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter Manuel Rebuchy qui va nous présenter en fait une conférence vraiment pluridisciplinaire, hein, puisque lui-même est logicien spécialisé dans la philosophie du langage, de l'esprit, dans l'épistémologie du langage aussi. Et donc c'est un travail qu'il a mené conjointement avec Maxime Amblard, qui lui est informaticien et qui a aussi travaillé, si je ne me trompe pas, sur le langage pathologique, et Michel Musiol, qui lui est professeur de psychologie et qui, pareil, s'est intéressé en fait aux troubles du langage. Donc je pense que c'est un modèle que vous avez créé pour rendre compte de ce type de trouble, puisque votre titre, pardon, s'appelle Modèles et données des conversations pathologiques. Ben, écoute, Manuel, je te donne la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci beaucoup Béatrice pour cette invitation. C'est surtout un honneur pour moi de pouvoir parler dans ce séminaire. Donc en effet, c'est comment dire, une présentation préparée par nous trois. Je vais présenter rapidement le groupe et ses objectifs. On travaille depuis un paquet d'années maintenant sur la modélisation de conversations dites pathologiques. Et donc là, à l'occasion de ce séminaire, de cette invitation, on essaye de pousser un peu plus avant la réflexion épistémologique sur le modèle qu'on a pu construire, les données, et peut-être essayer d'en inférer en partant de questions plus générales sur la modélisation et les données dans l'analyse de conversation, en particulier donc dans l'analyse de conversation pathologique. Alors, je vais essayer de passer. Ouais, ça passe. Donc, pour introduire le contexte scientifique, c'est donc le projet SLAM. SLAM, c'est un acronyme pour schizophrénie et langage, analyse et modélisation. Donc, qui est ce groupe qu'on a constitué tous les trois, qui est un projet qui dure depuis, je dirais, une dizaine, douzaine d'années, et qui a aggloméré d'autres collègues, des chercheurs, parfois des ingénieurs, pas mal d'étudiants sur ces questions-là. Alors l'objectif, là, je le présente vraiment en intransparent, l'objectif très général du groupe et le projet scientifique, c'est est-ce qu'on peut comprendre la folie? Donc dans les cas les plus radicaux du type du délire schizophrène, cela paraît en général impossible, puisqu'il y a un déni de réalité, une pensée qui est apparemment contradictoire, qu'on n'arrive pas à saisir. Et donc, il faudrait se contenter d'une approche externe, en troisième personne. C'est du moins l'opinion qui semble assez dominante. La position qu'on a défendue depuis le départ au sein du groupe, allô, je ne vous vois plus. Oui, la position qu'on a défendue depuis le départ au sein du groupe, ça a été alors pas trop s'occuper de ces approches à la troisième personne, ça peut être le fait de neuropsychiatres, neurobiologistes et autres, mais en revanche de refuser le réductionnisme et de reconnaître la rationalité du sujet et l'importance de la reconstruction d'un point de vue à la première personne. Alors la méthodologie qu'on a suivie au sein du groupe, qu'on a adopté, c'est de partir de corpus issus de conversations pathologiques. Donc, ce qu'on appelle conversations pathologiques sont des entretiens non directifs entre un patient schizophrène et un psychologue, donc, qui sont des entretiens en général qui ont été conduits dans des hôpitaux ou au service à l'accueil des urgences psychiatriques, enfin, selon les contextes, selon les corpus. À ces corpus, une fois transcrits, donc on les soumet à une approche pragmatique informelle, donc qui est une méthodologie générale qui avait été développée par Michel Musiol et puis tout un groupe de psychologues au départ, donc dans l'idée de repérer des discontinuités ou incohérences pertinentes. Donc là, il s'agit de repérer ces incohérences et ensuite de valider à plusieurs qu'on a bien affaire à des incohérences pertinentes. Et ensuite, donc, on soumet ces fragments où figurent ces incohérences à une formalisation segmentique et pragmatique à base de SDRT. Alors SDRT, j'y reviendrai plus tard, c'est la Segmented Discourse Representation Theory de Asher et Laskarides. Donc c'est un formalisme qui est vraiment issu de la DRT, qui est elle-même issue de la sémantique formelle de Montaigu.
Alors, l'objet de l'exposé aujourd'hui, c'est, en partant de l'analyse linguistique, donc en conversation avec des schizophrènes, donc d'aborder quelques questions générales, voire très générales, sur la modélisation en linguistique. Quel rapport y a-t-il entre nos modèles et les données? Y a-t-il une spécificité des sciences humaines en général et des sciences du langage en particulier qui les sépare des sciences de la nature? Et peut-on préserver la scientificité d'une modélisation quand elle prétend interpréter toutes les données? Parce qu'on va voir que c'est un des problèmes qu'on a avec nos analyses. Donc, c'est des questions très générales. Il ne s'agit surtout pas de prétendre apporter des réponses définitives à tout ça, mais vraiment quelques éléments de réponse en nous appuyant sur notre travail. Donc, après cette introduction, je vais présenter ces questions générales sur l'analyse linguistique. Ensuite, sur les deux sections 3 et 4, donc, je présenterai notre modélisation. Donc, c'est une modélisation en graphe de segments conversationnels, GSC. Puis deux exemples de représentation conversationnelle à l'aide de ces graphes. Et enfin, je retournerai donc après ces graphes aux questions qui avaient été initialement soulevées sur l'analyse linguistique, donc par quelques remarques épistémologiques sur cette modélisation et une conclusion. Alors, je ne vois plus de personne là, je ne sais pas si ouais, j'ai un problème d'affichage. Bon, bah, c'est pas grave. Euh, Donc les questions. on est là, Oui, Manuel, c'est juste qu'on a oui, coupé oui, oui. nos micros et Non, non, nos oui, c'est notre très image bien. pour une C'est meilleure parfait. qualité. Merci, merci, c'est parfait. Donc les questions générales. Alors, le cadre général d'où on propose de partir, c'est une conception des modèles comme représentation formalisée et théorisée du réel, fortement étayée par des données objectives. Donc, c'est une conception qui est inspirée des sciences de la nature, a été pas mal discutée en philosophie des sciences, avec différentes approches sur la nature des théories, entre les conceptions syntaxiques, conceptions sémantiques des théories, et sur celle du rapport au monde de ces théories. Mais cette conception, telle qu'elle est développée pour les sciences de la nature, elle semble difficilement tenable pour le langage. Et là, donc on peut se partir de trois questions qui, en fait, vont prendre la forme de trois options. Cette première question, y a-t-il unité de la science? C'est-à-dire, est-ce que les sciences de la nature constituent comment dire, un, un paradigme qui doit être reconnu par l'ensemble des sciences et que les sciences humaines et sociales devraient se fondre, se mouler dans ce paradigme. Sinon, donc deuxième option, y a-t-il continuité entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales, sciences de la culture ou sciences de l'homme ou sciences de l'esprit? Et s'il n'y a pas continuité, troisième option, y a-t-il bifurcation entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales? Alors évidemment, si on adopte la troisième option, ça peut reconduire ensuite à la première option, avec l'idée qu'il y a bien unité de la science, mais unité de la science sur le modèle des sciences de la nature, et puisqu'il y a bifurcation, en fait, il n'y a pas véritablement sciences humaines et sociales, mais il y a peut-être des connaissances à propos des pratiques humaines et sociales, mais qui ne relèvent pas de la science. Donc la position 3 peut conduire à l'idée de l'unité de la science, mais une unité de la science resserrée sur les sciences de la nature qui exclurait complètement le domaine des SHS du domaine des sciences. Donc c'est un peu à partir de ces trois grandes options schématiques que je vais aborder les questions autour du langage. Et je vais pour ça m'appuyer sur deux conceptions du naturalisme qui ont été proposées par Daniel Handler, donc qui est le plus grand connaisseur des sciences cognitives en France aujourd'hui, et le plus grand philosophe des sciences cognitives. Donc, il a proposé de distinguer, à propos des sciences en général, et en particulier appliqué aux sciences humaines et sociales, le naturalisme radical et le naturalisme modéré. Donc, l'idée du naturalisme radical, c'est qu'on a un monisme, une vision unifiée d'une seule substance, et un réductionnisme ontologique et méthodologique. Donc, c'est vraiment l'idée de l'unité de la science, avec un alignement sur les méthodes et catégories des sciences de la nature. Donc ça ne colle pas vraiment pour l'analyse linguistique, puisqu'il y a des catégorisations et phénomènes spécifiques. J'en prends vraiment deux en passant, l'accord des verbes, les déclinaisons, mais il y en a
des milliers ou des millions, donc des catégorisations et phénomènes qui sont irréductibles au vocabulaire physicaliste ou même simplement à la biologie. Donc en face de cette option du naturalisme radical, qui est vraiment peut être défendu par certains tenants de l'unité de la science à l'ancienne, on va dire, hein, qui considèrent qu'on doit vraiment tout réduire au modèle des sciences physico-chimiques, et que ce qui ne s'y réduit pas ne relève tout simplement pas de la science. À l'opposé de cette vision radicale du naturalisme, donc, Andler propose une conception d'un naturalisme modéré. Donc c'est un pluralisme qui reconnaît l'autonomie des sciences spéciales contre l'unité de la science et qui suppose évidemment une articulation entre les différentes sciences. Et comme exemple, pour illustrer ce naturalisme modéré, ce qu'il met en avant, ce sont les sciences sociales formelles et quantitatives, hein, qu'il baptise les SSFQ. Il met là-dedans la théorie de la décision, la théorie des jeux, les recherches en sciences économiques, en sciences politiques, en sociologie, en démographie, en géographie humaine. Bon, il y a tout un tas de domaines dans lesquels les méthodes statistiques ont été appliquées, la formalisation a été appliquée, donc pas seulement des méthodes statistiques, hein, ça peut être d'autres types de formalismes qui ont été développés. Et par rapport à ça, donc Andler dit bah, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une méthodologie scientifique qui nous éloigne des approches historicistes, interprétatives, herméneutiques et autres, et qui fait qu'on est là réellement également du côté de la science, mais évidemment, c'est un tout autre type de méthode que ce qu'on a dans les sciences de la nature. Et comment dire, ces méthodes, bien qu'étant différentes, n'excluent pas du tout ces disciplines du domaine de la science. Alors, cette conception de naturalisme modéré et comment dire, de sciences formelles et quantitatives, de façon générale, ça semble coller avec le programme Chomsky, hein, c'est-à-dire l'étude de la langue et de la compétence linguistique individuelle avec le modèle, donc un modèle formel, donc qui va être subordonné aux catégorisations de la discipline. Alors, j'en viens à ce programme chomskyen, que je vais présenter à la hache. Alors, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent dans la discussion. Je ne sais pas si je dois les traiter maintenant ou pas. Ah, c'est des questions sur le micro. Okay, donc, tout va bien. Donc, le programme de Chomsky, très, très rapidement, donc, sa conception d'une grammaire générative comme archétype de ce qu'est la connaissance linguistique, la science linguistique. Donc, c'est un formalisme qui produit des énoncés dont on vérifie la validité en les confrontant aux exemples et contre-exemples par la méthode des paires minimales avec des intuitions de grammaticalité ou d'acceptabilité. Et donc, ces paires minimales, ça va être des exemples du type Élise a fait manger son petit-fils, qui est un exemple, donc quelque chose d'acceptable. Élise a fait son petit-fils manger, ça c'est un contre-exemple, ça n'est pas acceptable. Donc quand on prend la paire de ces deux énoncés, l'un qui est acceptable, l'autre qui est considéré comme non acceptable par l'écrasante majorité des locuteurs, on a dans le premier cas des choses qui doivent être générées par le formalisme, et dans le deuxième cas, quelque chose qu'on doit éviter de générer avec le formalisme. Donc l'objectif, c'est d'éviter la surgénération, c'est-à-dire de générer des énoncés qui n'en sont pas, qui font partie des contre-exemples, ce qui conduit à réviser des règles, et c'est également d'éviter ou de limiter la sous-génération, donc se retrouver dans des situations où il y a un tas d'énoncés de la langue naturelle qui ne sont pas générés par le formalisme. Et dans ce cas-là, on va étendre le lexique ou le fragment de langue sur lequel on essaie de théoriser. Donc ça, c'est ce modèle, ce programme général de Chomsky, donc qui a eu ses succès, mais également ses limites, enfin, du moins ses succès en syntaxe, on va dire, mais et également ses limites. Et c'est accompagné d'une épistémologie aussi, c'est-à-dire une conception de différents niveaux d'adéquation des descriptions grammaticales. Donc, trois niveaux d'adéquation, l'adéquation observationnelle, l'adéquation descriptive et l'adéquation explicative. L'adéquation observationnelle, c'est d'avoir pour une description grammaticale une base bien construite de paires minimales, c'est-à-dire d'avoir grosso modo une base de données qui soit suffisante suffisamment représentative de la réalité de la langue qu'on essaie de décrire. L'adéquation descriptive, ensuite, c'est la capacité à engendrer les bonnes phrases.
mais surtout la capacité à engendrer les bonnes descriptions structurales, c'est-à-dire toutes les formes logiques qui sont derrière les phrases en langue naturelle, toutes les formes logiques qui sont elles-mêmes donc des éléments de la théorie, des descriptions théoriques de ces phrases. En gros, on aura adéquation descriptive, selon Chomsky, si le formalisme permet de générer toutes ces descriptions et les bonnes descriptions structurales. Enfin, l'adéquation explicative, c'est qu'on a des critères de simplicité, de compatibilité avec les données liées à l'acquisition du langage et de généralité. L'idée étant que si pour comment dire, une description qui est observationnellement adéquate, c'est-à-dire qui consiste au départ en une base de données suffisante et bien construite, si on a deux théories qui sont descriptivement adéquates et qui sont rivales, parce qu'elles peuvent à la fois produire les bonnes descriptions structurales, mais reposer sur des conceptualisations et des modélisations distinctes, à ce moment-là, on va pouvoir faire un choix en considérant qu'il y a ces critères de simplicité, de généralité, etc., vont intervenir dans le choix entre deux théories adéquatement descriptives. Donc l'adéquation explicative, c'est quelque chose qui se situe à un niveau plus abstrait que les deux niveaux d'adéquation observationnelle et descriptive. Donc ce programme, même s'il a rencontré donc, des succès, il est fortement critiqué par beaucoup de gens. Donc là, quelques exemples. François Rastier, qui considère que les données prétendument empiriques de la grammaire générative ne sont que les appendices des théories, sont comment dire, les paires minimales sont vraiment des choses artificielles et produites par le Chomskyen pour valider son modèle, mais absolument pas des données réelles. À l'inverse, l'étude des langues doit être centrée sur la parole, donc sur les corpus, et donc il faut, selon lui, réhabiliter les approches philologiques et herméneutiques et pas se contenter de la syntaxe formalisée comme le propose Chomsky. Sylvain Auroux, de façon plus modérée, on va dire, mais reste très critique sur le programme de Chomsky, plus modéré parce qu'il ne va pas aussi loin dans la réhabilitation d'autres approches. Donc, il dénonce le rationalisme, ce qu'il appelle rationalisme maximum de Chomsky et ses travers, donc la prétendue séparation des données, des données et du traitement, et d'autre part une vision complètement internaliste de la langue. Et donc, Auroux se réclame de l'empirisme et de l'externalisme. Et donc, schématiquement, on voit se dégager deux camps. Donc, selon qu'on se focalise sur le langage ou sur la parole, avec des types de données qui vont être différents, du côté de la Chomskyen, on va dire, et du focus sur le langage, on va avoir les paires minimales comme exemple typique de données. Du côté de l'étude de la parole, on va avoir des corpus réels et des types de modélisation donc, qui vont fonctionner globalement différemment, avec une modélisation de type hypothético-déductif pour l'approche à la Chomsky, et des modélisations plus inductives, au sens où on va partir d'une analyse statistique des repérages d'éléments statistiquement pertinents sur les corpus, qui vont pouvoir être à la source de modélisation. Et tout ça s'articule avec l'opposition de différents ismes, l'internalisme ou l'essentialisme du côté des Chomskiens, l'externalisme, là pour le coup explicitement revendiqué par quelqu'un comme Auroux, mais également d'autres, le rationalisme du côté chomskyen, l'empirisme du côté des tenants de la parole et de l'analyse des corpus, le naturalisme, on pourrait dire, donc le naturalisme modéré, comme je l'ai mentionné auparavant, pour une analyse à la Chomsky, et question pour l'analyse plutôt centrée sur la parole et les corpus, est-ce qu'on est encore dans le naturalisme ou est-ce qu'on sort du naturalisme? C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, pour Daniel Handler, donc on avait le naturalisme radical qui était donc un peu hors sujet pour les SHS en général et pour l'analyse linguistique en particulier.
Mais cette idée de naturalisme modéré semble assez bien fonctionner pour une approche à la Chomsky du langage. La question, c'est quand on a des approches au sujet une approche donc pas trop à la Chomsky, mais plutôt externaliste et empiriste, est-ce qu'on maintient ou non le naturalisme? Donc c'est un peu la question qu'on va poursuivre par la suite. Et donc la question, on peut la formuler comme ça en se demandant, est-ce qu'une approche scientifique non naturaliste est possible? Donc l'analyse linguistique, je viens de le dire, implique de rejeter l'unité de la science, qui était l'option numéro 1, au profit de la continuité, donc un naturalisme modéré. L'analyse linguistique à base de corpus implique de rompre avec l'internalisme et le rationalisme maximum, en reprenant la terminologie de Auroux, donc sans nécessairement rompre avec ce que Auroux appelle le rationalisme minimum, c'est-à-dire le fait que nos théories vont contenir, nos modélisations vont contenir des assertions générales spécifiques, donc spécifiques à la langue et falsifiables, et puis d'autre part qu'il va y avoir un certain rôle dévolu au calcul, ni nécessairement rompre avec le naturalisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des approches statistiques, des méthodes d'apprentissage numérique appliquées au corpus, et donc de ce point de vue-là, ça se situe pleinement dans le naturalisme modéré que décrivait Daniel Handler. Donc, on est avec la linguistique à base de corpus très certainement plutôt du côté de la continuité que du côté de la bifurcation. Mais les faits, donc l'objet d'étude, la question c'est est-ce que les faits ne peuvent pas nous obliger à aller plus loin, jusqu'à la bifurcation, c'est-à-dire à assumer une rupture au moins partielle avec le naturalisme, avec les méthodes des sciences de la nature, et donc à renouer avec l'interprétativisme, avec l'herméneutique, avec tout ce qui, selon Tilté, donc le philosophe allemand du 19e siècle, constituait la séparation, une séparation radicale entre sciences de la nature et sciences de l'esprit. Alors, est-ce que certaines données ne peuvent pas nous conduire à ça, à cette rupture avec le naturalisme modéré, sans pour autant nous conduire à renoncer à une approche scientifique? C'est un petit peu la question qu'on va se poser, qu'on peut se poser par la suite, et notamment donc à la suite de l'exemple l'illustration que je vais donner avec cet objet particulier, donc que sont les conversations pathologiques. Donc j'en viens maintenant à présenter ces conversations, la modélisation qu'on en a donnée, suivie de deux types d'exemples, et ensuite je reviendrai aux questions épistémologiques qu'elles soulèvent. Alors, dans les conversations avec des schizophrènes, donc je répète, on s'est appuyé sur des corpus réels, c'est pas des corpus inventés, c'est pas des exemples inventés pour donner des éléments pour étayer la théorie, ce sont vraiment des vrais corpus. Donc, dans ces corpus apparaissent des ruptures conversationnelles avec des contradictions apparentes, des contradictions manifestes pour un locuteur ordinaire. Donc, la stratégie qu'on a suivie depuis le début, là je cite même le premier papier publié, donc ça remonte à loin maintenant, avec Musiol, c'était avant que Maxime Amblard nous rejoigne et mette des méthodes un peu formelles, un peu plus solides que ce qu'on avait jusque-là. Donc la stratégie qu'on a suivie, ça a été de considérer qu'il n'y avait pas d'inconsistance dans le contenu. C'est-à-dire que le sujet schizophrène, le locuteur schizophrène était rationnel exactement comme le sujet ordinaire en termes de contenu. Il n'y avait pas d'inconsistance sur le plan sémantique, qui n'était pas parfaitement logique, avec une logique qui était la même que la logique des personnes ordinaires. En revanche, il y avait une violation des règles d'usage du langage. Et donc, ça nous a conduit à produire des modélisations avec deux points de vue. Donc, pour les deux interlocuteurs, on a un point de vue par interlocuteur, des reconstructions du point de vue spontané sur la conversation pathologique. Donc là, les endroits où apparaissent les ruptures. Donc, vous avez à gauche le point de vue du sujet ordinaire, qui est qu'on peut qualifier de point de vue à la troisième personne sur la conversation, puisque c'est pas le sujet qui est à l'origine de la rupture. Donc, du point de vue du sujet ordinaire, il y a une correction pragmatique, c'est-à-dire qu'au niveau des
des relations entre les interventions, des relations rhétoriques. Je reviendrai dans la suite. On considère que les règles sont entièrement respectées, les règles d'usage du langage sont entièrement respectées, et donc la rupture se traduit par une déviance sémantique. Il y a un contenu contradictoire, donc ce qu'on considère comme une apparence de contradiction. Mais on peut reconstruire exactement les mêmes fragments de conversation avec une autre perspective, donc ce qu'on propose comme étant une perspective à la première personne, c'est une reconstruction du point de vue de la personne schizophrène sur la conversation, où le contenu est cohérent, donc il n'y a pas de tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc on présuppose la correction sémantique, la consistance sémantique, on n'a pas de contradiction au niveau du contenu. En revanche, donc, il va y avoir une déviance pragmatique, c'est-à-dire qu'au niveau des règles d'usage du langage, à ce moment-là, on aura des ruptures. Donc c'est grosso modo, là on a un jeu possible dans la modélisation de ces conversations qui va nous permettre de construire on va avoir deux structures pour le même extrait. Donc ça signifie que la représentation conversationnelle, elle ne peut pas se borner au seul contenu sémantique, il faut prendre en compte également un niveau pragmatique. Donc le formalisme, oui, Oui, c'est Béatrice. oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par règle d'usage? Qu'est-ce que tu mets derrière? Et oui, ça va être c'est par exemple qu'il y a une question, on répond, ou Oui, on pose une autre question. Il y a une méta-question également, on répond pour s'ajuster ou on répond. Mais je vais venir à ces règles. d'accord. Sont des règles qualifiées de rhétorique dans le formalisme de la SDRT, hein, qui sont des règles qui vont, euh, comment dire, entre autres, réguler les interventions, à la fois, enfin les questions-réponses et puis les interventions alternées des interlocuteurs, mais aussi ce qui peut régler comment dire, la suite, la succession de l'intervention du même locuteur. Oui, Donc, mais à ce moment. oui, Donc c'est pas les règles graécéennes, c'est ça? Pas non, exactement. non, Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qui va contraindre la suite, c'est il y a quand même une représentation logique qui va contraindre. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, C'est que quand tu dis quelque chose, l'autre peut pas faire une continuation n'importe comment. oui, Donc c'est pour ça que ça me. Enfin, ouais, j'attends de voir, mais oui, voilà, ça me. je pense que ça va, c'est la présentation que j'en donne là est forcément très abstraite et générale, et je pense qu'avec ça va se spécifier, puis ensuite on va en venir aux exemples où j'espère que ça va s'éclairer. Voilà, sinon on reprendra la question. Si. Euh, oui, alors donc pour le formalisme, donc les idées clés au départ viennent des analyses par les psychologues. Euh, Donc, leur travail consistait à produire des représentations conversationnelles, donc qui incorporaient des représentations pragmatiques et sémantiques, avec des formalismes un petit peu ad hoc, ou pas forcément, oui, pas forcément très rigoureux, on va dire. Euh, et donc, ce qui, somme toute, a été repéré par ces psychologues, c'est qu'il y avait quatre types de ruptures ou de discontinuités dans les conversations avec les personnes schizophrènes, donc des ruptures intra- ou inter-interventions, c'est-à-dire soit à l'intérieur d'une même intervention, soit entre plusieurs interventions, et qui pouvaient impliquer deux ou trois interventions. Et donc, la formalisation porte sur deux des quatre types de ruptures qui ont été repérés par ces travaux antérieurs, en fait, à ce travail de modélisation. Donc, le formalisme qu'on utilise, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la SDRT, donc qui est elle-même issue de la DRT, la Discourse Representation Theory de Hans Camp. Donc, c'est un formalisme sémantique qui a été développé à partir des années 80 pour prendre en charge, en gros, ce que la sémantique de Montague ne réussissait pas à prendre en charge, les phénomènes dynamiques du type des donkey sentences, donc tous les phénomènes d'anaphore un peu compliqués à partir du moment où on dépasse le seul niveau de la phrase pour atteindre la suite de phrases. Donc là, un début de prise en compte de la dynamique du discours. Et une des extensions de la DRT, donc la DRT qui est elle-même quelque chose de très comment dire, c'est vraiment de la logique au départ, c'est la logique présentée autrement et avec une extension de la logique modale du premier ordre. C'est quelque chose
qui est vraiment lié à la tradition logiciste dans l'approche du langage. La SDRT, donc, qui est issue de la DRT, c'est une extension de la DRT qui incorpore les relations rhétoriques entre actes de langage. Donc, ça a été développé à partir des années 90 par Nicolas Sacher et Alex Lasterrids. Et donc, quel est comment ça fonctionne, cette SDRT? Voici un exemple de structure rhétorique donc selon la SDRT. Donc, on a, vous voyez, plusieurs types de relations. Donc, on a différents segments. Donc, c'est la Segmented Discourse Representation Theory. Les segments en question sont les numéros 1, ce qui correspond au numéro 1, B2, A3, etc. Donc, c'est-à-dire que chaque intervention peut correspondre à un ou plusieurs segments. Vous avez ici l'intervention de Alice, qui est la première intervention qui correspond à un segment, celle de Benoît également, celle d'Alice, oui. Et puis ensuite, la dernière intervention d'Alice, donc sa troisième intervention, elle, en fait, va correspondre à plusieurs segments. Et donc, ça, c'est un exemple qui est très inspiré des exemples qu'on trouve dans l'ouvrage d'Asher et Lasterrids. Donc, l'idée, c'est qu'on a différents types de relations entre, entre les segments conversationnels, donc qui vont donner une structure comme celle-là, une structure à deux dimensions, un graphe à deux dimensions. Donc, si je prends l'exemple en question, Alice dit tout d'abord, hier soir, je suis sortie. Benoît lui pose la question, tu allais dîner? Alice répond, oui. Benoît, et alors? Alice, d'abord j'ai pris un poisson, puis une viande, et enfin plein de fromage. C'était fantastique. Alors, l'idée, c'est de la formalisation en SDRT, c'est dire, voilà, à partir du début de l'interaction A1, hier soir je suis sorti, Benoît pose une question. Donc la question, ça crée une relation oblique qui appelle, donc la question est subordonnée en fait à l'assertion initiale, et cette question appelle une réponse. Donc la réponse va se situer au même niveau que la question, donc c'est une relation horizontale. Je vais venir juste après sur les relations de type horizontal, vertical ou oblique. Et puis ensuite, on a, et alors, la question de Benoît, donc qui nous relance, c'est pas vraiment une question sur le contenu, puisque Alice dit oui, mais c'est une relance pour lui demander d'élaborer. Et il y a ensuite une élaboration qui se fait et qui consiste en une narration. Donc on a d'abord j'ai pris un poisson, puis une viande, deuxième segment, enfin plein de fromage. Et arrive donc un énoncé évaluatif, c'était fantastique. Et donc là, comment dire, ce que rend visible la formalisation SDRT, c'est que ce segment, c'était fantastique, ne peut pas se rattacher n'importe où. On a la règle de la frontière droite donc, qui contraint le rattachement et lui impose de se rattacher soit en A5.3, soit en A3, soit en A1. C'est-à-dire que c'était, le pronom ce, ici, était fantastique, qui est qualifié de fantastique, peut se rattacher soit au fromage, soit A3, donc c'est au dîner, soit A1, la soirée hier soir, je suis sorti, la sortie du soir. Donc c'était fantastique, peut qualifier un de ces trois éléments-là, mais ne peut pas qualifier ce qui est derrière la frontière droite, c'est-à-dire le poisson ou la viande. Le c'était fantastique ne peut pas s'appliquer au poisson ou à la viande qui sont en fait au-delà de la frontière droite. Donc voilà le type de contrainte en fait que comment dire essaye de montrer, de représenter un formalisme comme la SDRT. Excuse-moi, Manuel. Oui, oui. Je ne sais pas la décision qui est prise du coup. C'est quoi? C'est la portée large, hein, c'est-à-dire que A5 se rapporte à A1? Pas C'est ça? forcément. Pas Pas forcément. En fait, forcément. là le modèle, il prédit pas ça. Il donne juste des contraintes en disant, selon le contexte, ça peut être l'un. En fait, ce que dit cette modélisation, c'est que ça ne peut pas être attaché au poisson ou à la viande. Mais ensuite, il n'y a pas de. Là, en l'absence d'autres éléments contextuels, en fait, on ne peut pas forcément décider où va se rattacher le segment. Mais ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas parenthésé ensemble poisson, viande et fromage. Parce Oui. qu'on aurait pu faire ce choix-là aussi.
Alors oui, mais il y a des arguments indépendants du point, Ouais. donc produits dans le cadre de la formalisation en SDRT qui consiste à comment dire, considérer qu'on a des segments différents. Donc ça correspond à une narration en fait. D'abord, j'ai pris, puis une viande, et enfin, c'est-à-dire qu'on a une narration, donc on va avoir différents segments qui correspondent à ces différentes étapes de la narration. Oui, Ah, mais c'est alors, bon. à ce Hmm. moment-là, si j'ai une suite, c'était fantastique. Euh, mais après, on est allé au cinéma et vraiment le film était inintéressant. Du coup, Oui, ça va condamner l'interprétation que A5 porte sur A1. oui, tout à fait. Alors il peut y avoir Il te des reste cas. quoi? Parce que Comment? Non, non, mais il peut y avoir des cas sous-spécifiés. Alors, l'intérêt aussi de ces formalisations, c'est qu'elles sont elles sont dynamiques. Et oui, donc, on peut laisser, c'est exactement comme pour la résolution d'anaphore, qui des fois peut être resté temporairement non résolu. Et donc, on laisse le segment suspendu en attendant la résolution, en attendant un rattachement qui va se faire à un moment donné. ça, je le comprends bien que tu le Oui, laisses suspendu. oui. Mais du coup, si tu as cette suite avec le cinéma qui est catastrophique, euh, Hmm. en fin de compte, c'était fantastique, tu vas le rattacher à quoi? Ah Si ben, on tu... va la rattacher en dessous, soit peut-être à A3 ou à A5. À 5,3, mais Ah, pour, ah, pour ah, sûr, pas juste, à 1. juste au fromage, donc ça sera pas bon non plus. C'est Bah, ça. juste au fromage, c'est une possibilité. Dans le contexte, oui, c'est vrai que ça tendrait à dire qu'on va se rattacher plutôt à A3, au dîner. Oui, mais oui, bon. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, c'est pas la fin de l'histoire, hein, c'est plutôt le début, là, ce type de, comment dire, oui, cet élément de formalisation, c'est juste pour indiquer que ce que la SDRT produit, c'est de donner vraiment des contraintes. C'est-à-dire il y a des interdits. Euh, Je comprends. ensuite, Et oui, si tu as une contradiction intraphrastique, par exemple, dans oui. A5, ce qui n'est pas le cas là, ta contrainte là à droite va être très gênante, non? Alors, Parce que tu ne pourras pas. Enfin, on peut attendre la suite, hein, oui, 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 oui. Alors, mais dans la, comment dire, là, j'ai rien mis dans les boîtes. Et en hmm. particulier, nous, on s'est contenté de ne rien mettre dans les boîtes dans nos modélisations. Mais dans les boîtes, on a une représentation du type DRT, donc du type fondamentalement logique du premier ordre, de chacun des énoncés qui correspond au segment. Et donc, il y a une construction, la construction d'une représentation sémantique qui se fait au fur et à mesure des mises à jour des différents segments conversationnels. C'est-à-dire que chaque nouvelle intervention ou segment d'intervention euh, euh, correspond enfin, à un rattachement sur la structure. C'est un segment qui vient se rattacher sur la structure, mais il correspond à ça la mise à jour de la représentation sémantique générale du contenu de la conversation, qui est lié au fait que dans chacun de ces segments, on a une représentation de l'énoncé ou correspondant au segment. Donc là, ce que j'ai mis simplement en gris avec une lettre dessus, il faut se dire que dans le cas de la SDRT, c'est beaucoup plus fin que ça et il y a du contenu. Il y a comment dire, on a la représentation, une formalisation logique, de type logique de l'énoncé à l'intérieur, qui permet ensuite de jouer, oui, les éléments comment dire, de consistance, de cohérence, vont pouvoir jouer sur le choix du rattachement d'un segment. Écoute, j'attends de voir parce que je vois pas Ouais. comment tu vas rendre compte de la contradiction intraphrastique là, si avec ton ce Ce que je spin veux dire, c'est que de s'il y avait une partage. contradiction, c'est-à-dire qu'au début, d'abord, j'ai pris un poisson qui était vraiment mauvais, puis une viande, et enfin plein de fromage, c'était fantastique. Hmm. D'accord? Donc là, il y aurait une contradiction entre le c'était fantastique et le Oui. poisson qui était pas bon. Donc évidemment, comme le poisson était affreux, on ne va pas pouvoir qualifier, avec le c'était fantastique, on ne va pas pouvoir qualifier l'ensemble du dîner. Et Donc là, à ce moment-là, là, ça, c'est une contrainte. tu peux déjà pas avec ton schéma, puisque tu peux qualifier, enfin, tu peux faire porter A5 que sur, Si, enfin, à 3, A5K. sur Alors, A3, attends, A3, c'est c'est oui. oui, je suis allé dîner.
D'accord. Ouais. Je suis sorti pour A1, je suis allé dîner pour Ouais. A3 et j'ai mangé plein de fromage pour A5-3. Donc, Et on peut. si Ouais. il y a quelque chose sur le poisson qui est affreux en A5-1, ça va du coup disqualifier A3 ça va disqualifier A3 pour l'évaluation et sans doute ce qu'il y a au-dessus. Il y a d'autres règles qui vont intervenir ensuite pour dire que du coup, l'évaluation, le rattachement, il va pouvoir se faire qu'à A5-3. D'accord. L'appareillage, pardon? J'ai dit d'accord, Oui, pardon. oui, excuse-moi. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que l'appareillage théorique de la SDRT est vraiment très, c'est vraiment subtil et beaucoup plus subtil que l'usage qu'on en fait dans le cadre de nos analyses conversationnelles, hein, comme ce que je vais montrer dans les exemples par la suite. Euh, Là, ce que j'en montre, c'est juste cet élément de contrainte qui apparaît. Je ne montre pas tous les autres, enfin, tout un tas d'autres éléments, notamment dans le, comment dire, c'est-à-dire que la SDRT, nous, on ne récupère quasiment que l'articulation entre les segments, la dimension des relations rhétoriques. Il n'y a quasiment que ça qu'on utilise. Mais la SDRT se construit vraiment comme une extension de la DRT. C'est-à-dire que tout le formalisme de la DRT est entièrement à l'intérieur et le formalisme de la DRT en tant que tel n'est pas nul pour représenter le contenu sémantique des discours. Donc, il y a tout ça qui est à l'intérieur, mais donc je fais abstraction ici. Donc, c'est pour ça que ma présentation, enfin, là, pour le coup, est vraiment très, comment dire, il y a qu'un aperçu de cet aspect, la contrainte, la règle de la frontière noire. Alors, je continue. Donc, sur comment les conversations schizophrènes, on a formulé deux conjectures. Donc, une première que j'ai déjà évoquée, donc les schizophrènes sont logiquement consistants. Donc, par conséquent, les ruptures interviendront au niveau des processus de construction de la représentation conversationnelle sur la dimension pragmatique, donc sur les relations rhétoriques au sein des structures de représentation de discours. Et seconde conjecture, je ne vais pas spécialement illustrer dans la suite, c'est que la sous-spécification joue un rôle central dans ces ruptures. Donc, on a la plupart du temps une expression sous-spécifiée qui sert de point de bascule, en fait, pour le locuteur schizophrène, pour faire un truc qui nous semble bizarre. Alors, on a repris les relations habituelles, entre guillemets, usuelles de la SDRT. Donc, il y a des relations de type horizontal entre les segments, la narration ou la réponse à une question. De type vertical, c'est l'élaboration. Et puis, on a aussi donc des relations de type diagonale. Alors, la distinction entre verticale et diagonale n'apparaît pas dans la SDRT. Quand on a présenté ça devant HR, il a pas trouvé que c'était absurde de faire cette distinction. Donc, les questions, l'idée diagonale, c'est parce que la question appelle généralement soit une réponse, soit une nouvelle question. Et donc, on a enrichi donc cet ensemble minimal à d'autres relations rhétoriques et pragmatiques pour rendre compte de la complexité de l'interaction dialogique. Donc, notamment, par exemple, la prise en compte des ajustements métaconversationnels. Donc, il y a un truc qui n'apparaît pas quand on fait de la théorie de la conversation, comment dire, a priori. Mais dès qu'on a des corpus, il y a une bonne partie, en fait, des échanges, des interventions qui consistent en ajustement métaconversationnel. Il y a un truc, on a mal entendu, on essaie de se mettre d'accord, t'as dit quoi, etc. Donc, on a ajouté des types de relations spécifiques, donc des relations de type 1, des réponses fatigue, du type un marmonnement en guise de réponse plus ou moins positive, suite et illustration, des extensions donc type vertical, élaboration, donc explication, prescription, évaluation et fatigue également, et enfin de type diagonale, les questions, des conduites donc pour relancer relancer l'interlocuteur, des demandes d'élaboration, conduite, contre-élaboration, justification, bon, etc. Alors, grosso modo, on va construire deux graphes de segments conversationnels, ce qui, dans le cadre du formalisme de la SDRT, s'appelle des structures de représentation de discours segmentés. Mais nous, ce n'est pas véritablement ces structures de représentation de discours segmentés qu'on produit, puisque on fait complètement abstraction du contenu des boîtes. Donc,
on peut l'appeler autrement et l'appeler graphe de segment conversationnel. Donc, on en fait deux pour une conversation. On a d'une part le graphe pour le psychologue, sachant que le psychologue doit dire quelque chose qui permette de poursuivre le dialogue en préservant la cohérence, puisqu'en général, quand on réussit à avoir un entretien avec une personne schizophrène majeure et volontaire pour ce type d'entretien, pour contribuer à la recherche, bah, on est content et on essaie de faire durer au maximum l'entretien. Donc, c'est grosso modo la consigne du psychologue, même si l'entretien n'est pas dirigé, mais c'est de faire poursuivre 15-20 minutes l'entretien. Donc, il y a des situations où un locuteur ordinaire aurait abandonné, serait parti. Donc, si vous avez les mêmes extraits de conversation qui démarrent en attendant le bus, en général, les gens ne s'attardent pas. Mais là, le psychologue ou la psychologue maintient coûte que coûte la conversation. Le psychologue doit utiliser chaque relation sous-spécifiée pour maintenir la cohérence pragmatique du graphe, quitte à renoncer à la cohérence sémantique. Donc, il autorise, dans sa représentation de la conversation, un contenu contradictoire. Du côté du locuteur schizophrène, donc, on doit préserver la cohérence sémantique, c'est notre conjecture, quitte à enfreindre les règles pragmatiques habituelles donc, de la SDRT. Et donc, on suppose que les deux graphes peuvent toujours être construits, notamment grâce à la flexibilité de relations sous-spécifiées tant que la conversation se poursuit. Et pour ce qui est de la dimension sémantique, donc je disais tout à l'heure, répondant à Béatrice là, sur le fait que chacune de ces boîtes en fait en SDRT n'est pas vide, mais est remplie d'une représentation, d'une formalisation du segment correspondant. Ici, on laisse ces contenus vides, mais en revanche, on va avoir un critère thématique, c'est-à-dire que le contenu sémantique est réduit au thème du segment de la conversation considérée. Donc, il nous faut un critère thématique pour autoriser la continuation d'une arborescence. Et ce critère, il relève du niveau sémantique, donc il pourrait être représenté par un marqueur à l'intérieur des DRS, si, sans aller jusqu'à une représentation complète du segment, une formalisation complète du segment, on pourrait avoir un marqueur dans la DRS, mais là, donc, on l'a fait avec des boîtes en pointillés. Donc, on va avoir ici, vous voyez, des interventions qui vont être reliées. Donc, celle-ci, c'est une narration qui conduit à la deuxième en haut à droite, une élaboration en dessous, et puis élaboration, question-réponse. Donc là, on a deux boîtes thématiques pour dire qu'on est passé d'un sujet conversationnel, d'une question en discussion à une autre question en discussion. Donc, les boîtes thématiques sont des ensembles cohérents d'unités de discours qui peuvent être incluses l'une dans l'autre, mais sans chevauchement. Et ces boîtes thématiques, en fait, vont suffire à nous rendre compte de la cohérence ou de l'incohérence sur les extraits qu'on a pu analyser. Donc, on a ajouté une règle aussi à la SDRT, c'est la remontée. Donc, dans le corpus, il y a souvent des changements de thèmes qui doivent se traduire par l'ouverture de nouvelles boîtes thématiques. Et donc, on interprète ça comme une remontée dans l'arbre. Cette remontée, elle n'est autorisée en général que si la sous-dérivation, c'est-à-dire la boîte thématique courante, est correctement fermée. Généralement, la clôture d'une sous-dérivation et le nouveau sujet apparaissent dans la même unité de discours. Donc, c'est en particulier vrai quand la clôture est effectuée par le psychologue qui essaye de maintenir la cohérence du dialogue. Le psychologue dit, à un moment donné, on discute d'un truc et il va dire « Bon, ok, et sinon, vous me parliez de votre mère ?» Voilà, des exemples typiques, on va dire « Bon, ok, et sinon ?» C'est une manière de clore, en fait, une partie de l'échange pour passer à un autre sujet. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a souvent des changements thématiques comme ça qui se font de manière totalement intempestive et sans prévenir de la part des locuteurs schizophrènes. Et donc, c'est aussi ça, c'est cette règle qui, comment dire, est pas, comment dire, ne se posait pas forcément dans la conception de la SDRT, dans l'élaboration de la SDRT. En fait, confronté à des corpus de ce type-là, on s'aperçoit qu'il y a un problème en fait de clôture et de gestion de la remontée. Et donc, ce problème, on l'a pris en compte en ajoutant une règle, une contrainte également sur la construction des arbres. Donc, comme on travaille sur des extraits, on suppose un point de départ qui est en général vide pour la représentation. Et donc, une remontée peut toujours être plus ou moins connectée à ce point de départ si on n'a pas de point qui se pose auparavant sur la frontière droite. Alors, j'en viens à deux exemples qui vont, j'espère, rendre un peu plus concret
que j'ai raconté jusqu'ici de notre modélisation. Donc, ces deux exemples, ça va être, on les a intitulés « Quelle mort et qui a perdu quoi ?» Donc, voici le premier exemple. Donc, vous avez ici l'alternance entre les deux interlocuteurs. Vous avez B qui est l'interlocuteur schizophrène, A qui est le psychologue. Vous voyez d'ailleurs que le psychologue ne dit pas forcément grand-chose. Enfin, il parle éventuellement moins. C'est peut-être pas très significatif sur cet extrait, mais parfois on a juste une relance là, qui est pas grand-chose qui est dit par le psychologue. L'idée, c'est de permettre au maximum à la personne schizophrène de s'exprimer. Alors voici cet extrait. Oh ouais, et puis compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. La politique, c'est quelque chose, quand on s'en occupe, il faut être gagnant, parce qu'autrement, quand on est perdant, c'est fini, quoi. Oui. JCD est mort, L est mort, P est mort. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu, à votre avis? Non, ils gagnaient, mais s'ils sont morts, c'est la maladie, quoi. Ouais, parce qu'ils étaient malades, c'est pas parce qu'ils faisaient de la politique. Si, enfin. Si vous pensez que c'est parce qu'ils faisaient de la politique, oui, tiens, oui, il y a aussi C qui a accompli un meurtre, là. Il était présent, lui aussi, qui est AB, mais enfin, c'est encore à cause de la politique, ça. Donc, on voit là sur cet extrait qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interprétation de mort, entre la mort symbolique et la mort au sens littéral. Et donc, c'est la mort politique ou symbolique, la mort physique ou littérale. Donc, le sujet schizophrène bascule à deux reprises d'un thème à l'autre. Donc, les deux thèmes sont liés, ils expriment des réalités différentes. Et cet extrait est le lieu d'une rupture de la frontière droite. Donc, dans ce qui suit, ce que je vais montrer, c'est la construction de la représentation conversationnelle pour cet extrait, donc du sujet schizophrène. Alors, on démarre avec ça. Ah ouais, et puis c'est compliqué, c'est vraiment très, très compliqué. Donc là, ça nous fait un segment initial. Ensuite, la politique, c'est quelque chose, quand on s'en occupe, il faut être gagnant, parce qu'autrement, quand on est perdant, c'est fini, quoi. Donc là, c'est une élaboration, on démarre, donc c'est une relation verticale, on démarre une élaboration et on entre dans la boîte thématique, là, le champ thématique de la politique, donc dans lequel mort va prendre le sens de mort symbolique. Oui, donc il y a un fatigue en réponse de la part du psychologue qui permet de maintenir le flux conversationnel, de le relancer éventuellement. Alors, JCD est mort, L est mort, P est mort, E. Alors, là, c'est c'est une proposition qui est faite à partir de la reconstruction après coup. Donc, ici, de la part du sujet schizophrène, en fait, ça va prendre le sens de mort littérale. Donc, en fait, il est sorti du champ politique. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu, à votre avis? Non, ils gagnaient. Donc, on est sorti vraiment du champ politique. Ça, on le voit là, ici. Non, ils gagnaient. Mais ils sont morts, c'est la maladie, quoi. Donc ici, on est passé dans vraiment cette autre boîte thématique où mort prend le sens de la mort littérale. C'est la maladie, quoi, c'est. Donc là, on a l'explication de l'élaboration de pourquoi ils sont morts. Ouais, c'est parce qu'ils étaient malades. Donc là, c'est le psychologue qui relance. Donc c'est une méta-question. Il veut être sûr de ce qu'il vient d'entendre. Ouais, c'est parce qu'ils étaient malades. C'est pas parce qu'ils faisaient de la politique. Hein, donc il reprend exactement, en termes de contenu, ce qui a été dit par le locuteur schizophrène en demandant implicitement confirmation. Donc c'est une méta-question. Et là, qui appelle ici une réponse, confirmation. Si enfin, alors là, qu'est-ce qui se passe? Si enfin, c'est parce qu'il faisait de la politique. Donc, la question, c'est pas parce qu'il faisait de la politique. Donc, quand il dit si enfin, ce qu'il veut dire, c'est parce qu'il faisait de la politique. Et là, que fait le locuteur schizophrène? À la fois, il répond à cette méta-question, et en faisant ça, il revient dans la boîte antérieure. Donc, il y a vraiment une rupture de la frontière droite. Il revient ici à gauche, dans la boîte thématique de la politique. Si enfin, donc le psychologue demande, si vous pensez que c'est parce qu'il faisait de la politique,
c'est à nouveau une méta-question. Il pose une méta-question et était surpris par la réponse qui le renvoie dans cette boîte. Donc, il demande est-ce que c'est parce qu'il faisait de la politique? Et là, ça va partir vraiment dans le désordre complet. Oui, tiens, oui. Là, comment dire, le locuteur schizophrène répond à cette méta-question. Il y a aussi C qui accomplit un meurtre là. Donc là, il repasse en fait de l'autre côté au niveau thématique. Il était présent lui aussi qui est AB, mais enfin, c'est encore à cause de la politique, ça. Bon, donc on a en fait cette boîte, ce segment-là, on va plutôt le placer de ce côté-là, ce qui est aussi va être aussi un problème au niveau de la représentation pragmatique, enfin, de la représentation des relations rhétoriques de la conversation. Au final, on arrive donc à ces deux représentations ou deux points de vue sur le même extrait conversationnel. Donc là, j'ai suivi la construction de cette représentation-là, qui est celle du point de vue du locuteur schizophrène. Et puis, on a en dessous, là, une représentation donc, serait celle construite par le locuteur, entre guillemets, ordinaire, donc le psychologue sur la conversation, où, en fait, à partir de B132, apparaît une contradiction thématique complète, puisque là, on respecte à chaque fois, quand tout à l'heure, à B130, on avait la clôture ici à partir de la première méta-question où le psychologue voulait s'assurer qu'on parlait bien de la maladie et pas de la mort politique, du point de vue de la reconstruction, où on assume la consistance sémantique, en l'occurrence la consistance thématique, à ce moment-là, on fait un rattachement ici qui vient rompre avec la règle de la frontière droite. En revanche, là, à partir de B130, comme il y a rupture au niveau thématique, à ce moment-là, on vient se rattacher au-dessus et on rouvre une nouvelle boîte. Et c'est là, à la fin, où on a un clash au niveau du contenu sémantique. Donc, en gros, l'idée, c'est celle-là, c'est sur chaque fragment de conversation où on a comment dire, une rupture apparente, une rupture manifeste, on essaie de construire le graphe correspondant qui tienne compte, dans un cas, du respect absolu de la cohérence sémantique et thématique, et dans l'autre cas, du respect absolu des contraintes pragmatiques, c'est-à-dire des règles de la SDR. Voilà ce que sont les règles d'usage qui étaient évoquées tout à l'heure. Oui. Comment tu fais le choix de redupliquer une boîte comme B130 ou alors le fait de choisir de faire un trait en pointillé qui va vers l'autre boîte? C'est pas clair ma question. Oui, oui, tout à fait raison. Ici, on a redupliqué parce que on pouvait le faire de façon vraiment consistante du point de vue du rattachement sur la frontière droite. Voilà, donc on avait là une possibilité de le faire. On aurait pu, en fait, oui, je pense que tu as raison, c'est qu'on aurait pu là ressortir avec une boîte. Il y a un truc, ouais, on aurait pu ressortir avec une boîte sur la droite. Là, ce qu'on a fait, c'est autour de B130 que l'essentiel se joue, hein, parce qu'après, ça devient, comment dire, autour de B130, c'est le moment où se fait la bascule. Au-dessus, on revient directement parce que c'est plus cohérent de revenir naturellement sur le thème précédent. Ici, on respecte la règle de la frontière droite, donc on fait le rattachement qui se fait au-dessus en rouvrant une boîte thématique similaire à celle qu'on avait avant. C'est voilà, le rattachement en pointillé ici, je suis d'accord qu'il n'est pas, non, il est pas rigoureux et à strictement parler, on aurait pu le produire en dehors avec un rattachement en dehors. Mais encore que, non, je corrige. Comme c'est ici une élaboration, en fait, c'est une élaboration, donc c'est vertical et on peut difficilement élaborer sur un segment qui est dans une thématique donnée en passant à une autre thématique. Ça, on a de toute façon un bug qui se produit au niveau du contenu, puisque l'élaboration d'une relation rhétorique verticale selon la SDRT, qu'on reprend ici, doit se faire c'est une élaboration à partir du même contenu sémantique. Donc, on doit rester sur la même ligne thématique, en fait, pour cette relation. Donc, c'est pour ça que là, ici, on n'a pas de possibilité de le rattacher comment dire, à l'extérieur, de sortir sur une nouvelle boîte.
D'accord. Voilà. Si. Donc là, on a la contradiction manifeste. OK. Exemple 2, donc qui a perdu quoi? Donc c'est sur cette fois donc oui, la sous-spécification, enfin, on avait une ambiguïté sur le terme mort et ses différents sens sur l'exemple précédent. Là, ça va être sur entre être perdu et perdre quelque chose, perdre quelqu'un. Donc c'est ça qui va jouer chez la patiente. Donc là, la patiente, c'est G, le psychologue, c'est V. Donc l'an dernier, je ne savais pas comment faire, j'étais perdu, et pourtant j'avais pris mes médicaments. Je suis dans un état, vous voyez, même ma bouche, elle est sèche, je suis dans un triste état. Vous êtes quand même bien. Je pense que ma tête est bien, mais on croirait à moitié. La moitié qui va et la moitié qui ne va pas. J'ai l'impression de ça, vous voyez? D'accord. Ou alors c'est la conscience, peut-être. La conscience, est-ce que c'est ça? Vous savez, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments bien et des moments où on est perdu. Donc là, c'est le psychologue qui reprend et répond au perdu qui était en haut. Et la patiente dit, oui, j'ai peur de perdre tout le monde. C'est là où il y a un dérapage étrange. Mais ils vont plutôt bien, vos enfants. Ils ont l'air, mais ils ont des allergies. Mon petit-fils s'est cassé le bras à l'école, tout ça, etc. Et la conversation continue. Donc là, on a, autour de perdre comme ça, on a une bascule qui se fait à partir des moments où on est perdu. Et oui, j'ai peur de perdre tout le monde. Donc là, c'est, comment dire, le schizophrène enfreint la règle de la remontée, il n'effectue pas de clôture basse acceptable. En principe, il aurait dû, la personne ici aurait dû, après des moments où on est perdu, après cette question, dire oui ou non, mais par ailleurs, à propos de perdre, par ailleurs, j'ai peur de perdre tout le monde. Là, il n'y a aucun signal du fait qu'elle passe de ce thème de on est perdu à la peur de perdre tout le monde. Donc, on a comme ça une remontée qui se fait, qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que là, comment dire, à partir de la question, de la réponse à la question, la réponse à la réponse par le psychologue à la question et puis son évaluation qui poursuit, la patiente schizophrène, là, au lieu de répondre directement là, bah, elle part sur complètement autre chose. Donc, on va le rattacher plus haut dans la structure parce qu'on a toujours un point vide en haut auquel on peut le rattacher. Et ensuite, le psychologue qui est patient, bah, élabore à partir de cet échange-là. Donc là, c'est un second exemple, remonté à travers la structure sans crier gare. Donc c'est un second exemple de non-respect d'une règle rhétorique. Alors, il est 15h05, c'est vrai. Donc j'en viens maintenant à donc quelques remarques épistémologiques sur cette modélisation à base de graphes de segments conversationnels. On peut se poser la question de quelle validation on peut avoir pour le modèle proposé. Donc, il y a, c'est certain, une rupture consommée avec l'idéal hypothético-déductif à la Popper. Vous savez, de la théorie théorie qui est falsifiable si elle produit des énoncés empiriques qui vont être confrontés à l'expérience et vont être possiblement contredits par l'expérience. Donc ici, la modélisation qu'on propose, elle mobilise une pluralité de théories qui vont ensemble affronter le tribunal de l'expérience plutôt qu'une théorie isolée. Mais la production des données est elle-même discutable. Et ça, c'est peut-être une question qu'on peut soulever à propos en gros, des corpus en général. C'est-à-dire qu'on a l'impossibilité d'une observation parfaitement naturaliste, d'avoir des données, entre guillemets, totalement objectives, quand on en vient notamment à la sélection d'exemples pertinents. Donc ça, c'est un premier point qui se pose sans doute de façon plus générale que pour notre seul modèle particulier. Mais ensuite, on a, c'est-à-dire pour les conversations en général, mais on a quand même des points particuliers qui sont liés aux conversations pathologiques. C'est-à-dire que les contre-exemples à la SDRT, la remontée intempestive et la rupture de la frontière droite, donc ce qui est la théorie incorporée au modèle, ces contre-exemples, ça fait partie des données, en fait. Ça devient des exemples. On ne peut absolument pas maintenir les paires minimales qui apparaissent dans l'idéal
la description linguistique à la Chomsky, d'avoir un exemple, un contre-exemple, parce qu'ici, les cas d'acceptabilité, non-acceptabilité, en fait, ne sont pas ceux qui vont permettre de valider le modèle, puisque les cas de rupture sont également des cas, comment dire, les cas de rupture qui sont des cas de violation des règles sont également des cas qu'on va prendre en charge, qui font partie donc, des données. Donc, et même en tant qu'ils sont repérés donc, en contre-exemple à la théorie, ces contre-exemples-là vont avoir un statut particulier qui donne lieu à une modélisation spécifique, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a non-respect des règles euh, prédites par la théorie, hein, qui est sous-jacente au modèle, dès qu'il y a non-respect des règles, en fait, eh ben, on a une réponse qui peut passer pour une réponse complètement ad hoc. De fait, on a une réponse, c'est on dédouble le graphe, on passe à la construction d'un autre graphe. Donc, on pourrait dire qu'on a une situation qui est vraiment particulière en lien avec ces conversations, étant donné que ces conversations, précisément, sont des conversations qui contiennent des violations des règles usuelles d'usage du langage. Alors, on a une modélisation pour ce qu'on a proposé qui est hybride. On pourrait parler d'une forme de syncrétisme, avec des gros guillemets, hein, puisqu'on a un niveau de formalisme donc, qui est issu de la SDRT, qui est issu du camp naturaliste modéré, hein, je disais tout à l'heure, Montesquieu, Kemp, H.A.L. Ascarides. Et puis on a un niveau interprétatif qui est lié à l'objet, donc la conversation, donc qui est non naturaliste, même modéré. L'interprétation, en fait, intervient sur différentes strates. C'est déjà dans la transcription des corpus, hein, puisqu'on part d'enregistrements audio, parfois d'enregistrements même vidéo. Donc, on a l'audio plus l'image. Qu'est-ce qui est pertinent dans la transcription pour analyser la conversation et ensuite les ruptures conversationnelles? Là, on se contente de transcription de l'audio, mais il pourrait y avoir des éléments comment dire, des éléments du contexte physique simplement de la conversation qui pourrait être pertinent et qui pourrait faire partie d'une transcription multimodale. Qu'est-ce qui, même dans le flux oral, est pertinent? Voilà, donc il y a des choix qui sont faits à ce moment-là. Il y a ensuite la sélection des données pour comment dire, savoir quels sont les moments qui nous semblent intéressants à analyser, intéressants à modéliser, c'est-à-dire les moments où il y a des ruptures, et enfin, nous devrons considérer nous-mêmes qu'il y a des ruptures à ces moments-là, pour considérer que c'est pertinent de les modéliser. Les principes qui sont sous-jacents à la modélisation des ruptures, on a notamment ce principe de Charité, c'est l'idée de postuler la parfaite cohérence sémantique du sujet schizophrène. C'est évidemment un principe qui est lié à une stratégie d'interprétation de la conversation en se mettant à sa place, mais on n'est absolument pas dans quelque chose comment dire, de naturaliste, entre guillemets. On est vraiment du côté des sciences humaines, avec une bifurcation assumée avec les méthodes des sciences de la nature. Enfin, pour l'annotation des données, la construction des graphes eux-mêmes, là aussi, on est soumis à tout un tas d'interprétations. C'est-à-dire que là, pour les deux graphes que j'ai projetés tout à l'heure sur la conversation à propos de mort, on a eu je vais dire, un certain nombre d'heures d'échanges pour savoir comment est-ce qu'il fallait annoter les choses et comment on pouvait construire comment on pouvait construire ce graphe. Est-ce qu'il fallait mettre tel segment à tel endroit ou pas, etc. Donc on s'éloigne vraiment fortement des catégories, de possibles catégories naturelles ou objectives, donc à la base de notre description des conversations. Donc on a une pluralité de couches d'approches qui sont essentiellement distinctes. C'est-à-dire que la non-réduction interthéorique, ici, entre le niveau interprétatif et le niveau de formalisme, la non-réduction à des catégories des sciences naturelles, elle n'est pas contingente comme pourrait l'être l'irréductibilité des catégories de la biologie à la chimie. C'est-à-dire qu'on peut dire que, de fait, les catégories de la biologie ne peuvent pas être réduites à celles de la chimie, mais il n'y a rien qui s'y oppose
en principe, et il pourrait, là-dessus, on aurait pu avoir, le monde aurait pu être tel que ces catégories se réduisent l'une à l'autre. Parce que, par exemple, on pense que le vitalisme, c'est terminé, qu'il n'y a rien de spécifique au vivant qui fait que ça doit, comment dire, ça relèverait d'une ontologie autre que celle de la chimie. Donc, bah, il se trouve que là, les catégories ne se réduisent pas, mais dans l'absolu, rien ne s'y oppose. Donc, la rupture qu'on a entre la couche interprétative et comment dire, les sciences de la nature, elle est vraiment beaucoup plus radicale. C'est-à-dire que ça n'a vraiment aucun sens de chercher à réduire ce niveau interprétatif, c'est les différentes strates de ce niveau interprétatif, ou les différents lieux où intervient ce niveau interprétatif, à des catégories issues des sciences de la nature. Donc on a quelque chose qui est vraiment essentiel dans la dualité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la modélisation qu'on a proposée, c'est une sorte d'hybride essentiel, si ça a un sens. Excuse-moi. Oui, Je comprends pas pourquoi tu t'éloignes des catégories objectives, parce que grosso modo, tes boîtes, tu as fait mort symbolique et mort biologique. Donc, oui. vous avez quand même essayé de vous rapprocher de catégories objectives. Ah oui, pardon. Alors, je me suis mal fait comprendre. Euh, oui, je me suis mal fait comprendre. Je ne parle pas comment dire, des catégories qui vont constituer, qui vont être mobilisées dans le contenu conversationnel. Mais peut-être que je comprends mal la question. Ah, si. Je comprends mal? Non, 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 non. J'ai Non? l'impression que si vous avez bien regardé le contenu du discours du Oui? schizophrène et après vous avez construit des catégories qui vous ont permis de distinguer deux boîtes. Enfin, j'appelle ça les toiles, Ouais. tes super Oui, boîtes oui. là. Et en Mm. fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez essayé de construire des boîtes en fonction de catégories objectives. C'est-à-dire, vous avez fait une boîte où la mort euh, est vue de façon métaphorique, politique, et puis Mhm. une boîte où la mort était la mort physique. Je ne vois pas comment vous pouvez construire vos boîtes en vous éloignant des catégories objectives. Je pense que c'est impossible. Alors, oui, les catégories objectives au niveau du contenu conversationnel, c'est ça, je suis Oui, d'accord. oui, On est là-dedans, oui. oui. Mais c'est ensuite les catégories ou comment dire, les normes, les règles qui vont présider à la construction des graphes, du type, par exemple, du principe de charité, là, ce qu'on postule, la rationalité qu'on postule du côté de la personne schizophrène, c'est pas des choses qui sont de l'ordre des sciences de la nature, qui sont de l'ordre des. C'est pas quelque chose d'objectif, le principe de charité. C'est quelque chose qui est intégré à une stratégie d'interprétation en face de données qui peuvent être sembler plus ou moins cohérentes. On va maximiser la cohérence du contenu. C'est à ce niveau-là qu'on a quelque chose qui n'est pas une donnée naturelle, mais qui est quelque chose qu'on va vraiment projeter pour appréhender les données. C'était ça que je voulais dire, plutôt que de dire qu'on n'a pas. C'est-à-dire, comment dire? Oui, les ruptures des ruptures conversationnelles, on a relevé, sont objectives, elles sont au moins validées de manière intersubjective. Il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui coince dans la conversation, il y a quelque chose qui est repéré par un locuteur ordinaire, qui est repéré déjà par le psychologue dans l'échange et qui est repéré par un observateur extérieur. Quand on lit ces échanges, il y a des endroits où on se dit non, là, ça va vraiment pas. La personne schizophrène, elle dit, donc, là, de ce point de vue-là, on peut dire il y a quelque chose effectivement, d'objectif. Et ensuite, on peut essayer d'en rendre compte en s'appuyant sur des catégories là, du type on s'appuie sur des choses qui sont repérées par ailleurs dans le lexique. Mort peut avoir différents sens, etc. Bon, il y a d'autres exemples sur l'extension de ici, etc. On va s'appuyer sur des choses qui sont, comment dire, objectives. Mais Moi, c'est- la manière dont on déploie cette stratégie, c'est pas quelque chose qui est. On s'appuie sur des principes qui sont pas du tout mis en œuvre en physique, en chimie ou en biologie.
Je ne sais pas Oui, si oui. c'est un peu Non, plus clair. ce qui m'a perdu, c'est que j'aurais pas mis le principe de charité dans les catégories. C'est pour ça que déjà, D'accord, oui. Oui, j'avais pas alors j'aurais compris. dû dire, on s'éloigne de catégorie, mode de raisonnement enfin, Oui. principe. Oui, de principe plutôt que de catégorie, c'est vrai. Et Oui, ensuite, alors là, c'est plus vaste que ce qu'on est en train de traiter. C'est que moi, je oui, pense que notre boulot d'épistémologue, c'est d'interroger ces principes, justement. Pourquoi on a besoin de poser un principe de charité, tu vois? oui. Carnap, je ne sais pas si tu te souviens, lui aussi, il posait un principe il avait, je sais plus s'il Mhm, l'appelait charité, ça, c'est un peu loin. Euh, mhm, mais pareil, le principe conversationnel de Grice ou, ou le principe de pertinence oui. de Sperber et Wilson, à chaque fois, c'est en fait assez facile de les attaquer. C'est là où le bas blesse. Ou le bas blesse dans quel sens? C'est-à-dire que ce principe de charité, eh ben, il est quand même très difficile à justifier. Oui, Et donc, c'est là qu'il faudrait travailler pour moi. C'est-à-dire se dire pourquoi j'ai besoin de ça. oui, ok. Alors, ouais, peut-être, effectivement, enfin, moi, je pense que c'est lié ça va être lié au type de données. C'est-à-dire que si on n'avait pas là, par exemple, on pourrait se contenter d'utiliser un truc issu de la SDRT, la modélisation que j'ai donnée au départ, sans le principe de charité, et puis on a la construction d'une unique représentation de la conversation, qui est celle du point de vue du locuteur ordinaire. Donc là, bah voilà, on ne fait que confirmer ce que nous on a vu, c'est qu'il y a une contradiction sémantique, c'est une représentation du monde qui est inconsistante de la part du sujet schizophrène, ce qu'il est en train de construire dans la conversation. Donc on peut se contenter de ça et ne pas intégrer le principe de charité dans l'analyse. Là, l'idée, c'est en faisant ce postulat de rationalité, de logicité du locuteur schizophrène, donc en adoptant le principe de charité de façon assumée, c'est que ça nous permet de construire cette deuxième représentation. Il nous semble que cette deuxième représentation, elle est informative. Et qu'elle est informative notamment sur le comportement du locuteur schizophrène, puisque le plus souvent, en fait, comment dire, la conversation se poursuit, enfin, il y a pas de problème. Le locuteur donne pas l'impression de percevoir un problème dans ce qu'il raconte. Donc, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas il y a pas de dissonance cognitive, il n'y a pas de problème au niveau du contenu. Et en ce sens-là, oui, ça semble être un plus pour aborder ce type de données, et peut-être aborder d'autres données en général, mais c'était pas indispensable dans la modélisation. On pouvait se contenter d'un truc plus simple qui voilà, n'essayait pas de rendre raison de ce point de vue à la première personne du sujet schizophrène. Je ne sais pas si je réponds. C'est-à-dire que pour moi, je vois pas, sans principe de charité, tu aurais pu quand même générer les deux boîtes, puisque le thème, enfin, la catégorie que moi j'appelais objective, c'est-à-dire dans un cas, c'est le locuteur parle de mort politique et Oui, dans le cas de mort biologique, t'as pas besoin du oui, principe de charité, c'est ça que je comprends pas. oui. Alors, d'accord. Mm. Euh, non, c'est effectivement, on génère les deux boîtes dans les deux cas. Simplement, c'est pour construire cette analyse-là, la première représentation, parce que on a vraiment deux représentations. Pour construire cette première représentation, on a besoin du principe de charité. On a besoin de postuler la consistance thématique, la consistance sémantique. Si on n'a pas le principe de charité, on se contente de la représentation, comment dire, du locuteur ordinaire, qui est celle-ci, qui est la deuxième. Et c'est vrai qu'on peut parfaitement se contenter de représenter la conversation avec ce point de vue-là. Nous, c'est comment dire, notre idée qui était de représenter, de voir s'il était possible de représenter d'une autre manière la même conversation, en utilisant basiquement les mêmes règles, en se disant que on allait faire porter la rupture sur soit la violation ici des contraintes sémantiques, là des contraintes pragmatiques. En gros, est-ce que c'était tenable de faire les deux? Qui plus est, cette approche-là, enfin, essayer de reconstruire donc la première représentation, celle du sujet schizophrène, ou attribuée au sujet schizophrène, cette représentation conversationnelle,
comment dire, en faisant porter le poids de la rupture sur la violation des règles rhétoriques, et donc c'est les règles d'interaction conversationnelle. L'idée qu'il y a derrière aussi du côté de l'analyse psychologique, c'est psychopathologique, c'est de dire il y a un problème qui est lié à l'interaction en général, qui se manifeste dans l'interaction conversationnelle, mais qui est lié à l'interaction en général du sujet. Donc c'est ça qui pourrait basiquement être un élément d'explication des ruptures conversationnelles. Un problème d'interaction sociale qui se réfracte dans l'interaction conversationnelle comme cas particulier de cette manière, par la rupture des conventions pragmatiques, enfin des relations rhétoriques. Voilà l'idée. Alors, je reviens, j'en étais où? Ouais, je crois que j'étais là. Oui, c'est ça. Donc, on a... oui, donc c'est enfin, ce que je disais, une pluralité de couches et d'approches essentiellement distinctes, et donc ce qui fait que la modélisation à base de graphes de segments conversationnels semble donc être un hybride essentiel, puisqu'on a à la fois des éléments de type naturaliste et des éléments de type non naturaliste, donc qui sont le principe de charité. Et, enfin, le principe de charité et d'autres, tout un tas d'éléments d'interprétation, une dimension interprétative qui intervient sur chacun des 4 items que j'ai mentionnés. Alors, quelle scientificité il reste pour cette modélisation? Donc, comment dire, le fait qu'on ait des données interprétées, donc c'est un élément irréductible de l'analyse de conversation. On parle de corpus et on est obligé d'en extraire ce qui va nous sembler pertinent. Donc, on a la dimension, enfin, l'interprétation. Tant qu'on en est juste comment dire, à la transcription, on n'a pas forcément besoin du principe de charité, mais on a quand même beaucoup de... on n'en est pas loin parfois quand on essaie de reconstituer ce qu'il faut transcrire. Donc ça, cet élément irréductible, il semble pouvoir être contrôlé par des campagnes d'annotation ou de transcription, c'est-à-dire de ne pas se contenter de faire des annotations ou des transcriptions comment dire, une fois pour toutes dans son coin, mais de d'avoir des campagnes avec plusieurs annotateurs et de confronter les annotations, de vérifier leur congruence ou leur divergence. Donc ça, notamment pour ça, ces dernières années, ce qu'on a développé, c'est des outils pour pouvoir conduire ce genre de campagne. C'est-à-dire que les graphes là qu'on a construits pour les conversations, donc sur des extraits où il y a des ruptures, on a tenté à un moment donné, on a un peu laissé tomber, mais on va très certainement reprendre. Donc, on a une petite application qui permet de le faire, de construire des graphes et comment dire, de sensibiliser donc, minimalement des annotateurs en leur disant que bah, voilà, il y a certains types de relations rhétoriques, donc questions, réponses, méta-questions, etc. Donc, faut comment dire, intégrer un certain nombre de notions comme celle-là. Et à partir de là, on demande sur un extrait conversationnel aux gens de construire eux-mêmes leur graphe. Sachant qu'ils ne sont évidemment pas au courant du fait qu'on cherche des ruptures. Puisque s'ils sont au courant qu'on cherche des ruptures, ils vont se retrouver dans la même situation que nous. Et ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que la présence de rupture soit validée par des gens autres que nous qui avons tout intérêt à en trouver dans les extraits qu'on étudie. Donc, c'est voilà, le contrôle par des campagnes d'annotation, ça permet d'avoir une validation intersubjective sur l'interprétation des données. Maintenant, on a produit donc un modèle là qu'il semble, enfin des modèles qui semblent infalsifiables, puisque sur un fragment conversationnel, on construit donc le graphe en respectant les règles de la SDRT. Si les règles sont violées, on dédouble le graphe. Donc, les règles de la SDRT ne sont jamais falsifiées. Donc, on est vraiment à l'extrême opposé de l'idéal popérien. Alors, est-ce que c'est un effet de l'approche à base de corpus? Donc, en partie, certainement. C'est-à-dire qu'on a une disparition des paires minimales, donc un modèle qui est non prédictif de toute façon, puisque quand on a un corpus, ben, l'idée, c'est vraiment de se donner les moyens de l'analyser plutôt que de produire des contre-exemples. Mais on a, somme toute, la possibilité de corroborer la couche formaliste. Enfin, pas de la confirmer totalement, puisque
on retrouve quand même cette partition entre exemple et contre-exemple. C'est-à-dire qu'il y a les moments où il n'y a pas de rupture de la frontière droite et des moments où il y a rupture de la frontière droite. Et cette partition, elle se fait à partir d'un modèle indépendant, donc, qui est la classification du DSM, le manuel statistique, diagnostic et statistique des troubles mentaux. C'est à partir de ces classifications-là, qui sont donc utilisées par les psychiatres dans le monde entier pour, grosso modo, étiqueter les pathologies mentales. C'est à partir de ces classifications-là, en fait, qu'on va étiqueter les conversations comme étant des conversations pathologiques ou non. Et en l'occurrence, les ruptures de la frontière droite, là, sont des éléments qu'on a trouvés uniquement dans des échanges conversationnels avec un certain type de pathologie. Ce sont les schizophrènes de type paranoïde qu'on ne trouve pas avec les autres. Donc on a, comment dire, de l'extérieur du corpus, dans les conditions de production du corpus, une classification donc, qui se fait sur des bases absolument pas linguistiques, mais sur des bases donc de la psychopathologie, entre conversations entre guillemets ordinaires, conversations entre guillemets pathologiques. Et c'est à partir de là qu'on peut faire une partition ensuite et dire ah oui, mais à tel endroit, il y a un contre-exemple, mais ça ne va pas être un contre-exemple à la SDRT. Ça ne va pas être quelque chose qui va invalider la SDRT, nous dire la règle de la frontière droite, bah, vous voyez, là j'ai trouvé un exemple où elle n'est pas respectée, donc on peut la remballer. Non, puisque c'est un contre-exemple qui provient précisément de ce corpus qui a été étiqueté de manière indépendante comme étant un corpus pathologique. Donc on a finalement quelque chose qui, comment dire, à la fois avec les conversations pathologiques, le sentiment, oui, le sentiment a priori que on perd complètement, on va avoir quelque chose qui devient infalsifiable, mais malgré tout, il semble qu'on peut récupérer une partie de cette confrontation de la théorie enrégimentée dans le modèle aux données, puisqu'on a une catégorisation indépendante des données. Donc en bilan, on peut dire que la modélisation à la base de graphes de segments conversationnels, c'est un hybride essentiel qui dépend d'autres modèles, mais dont la part interprétative peut être éventuellement contrôlée. J'en viens à ma conclusion. Il ne me reste plus que 2 transparents. Si vous aviez peur en voyant qu'il y avait 62 transparents prévus au départ, c'est qu'en fait, il y a des annexes au cas où, selon les questions qui seront posées, mais là, j'ai que 2 transparents. Donc, la modélisation à base de graphes, de segments conversationnels, des conversations pathologiques, rencontre des discontinuités conversationnelles qui seront ressenties comme des contradictions par un interlocuteur ordinaire, et en supposant le principe de charité, donc le respect du principe de contradiction par le schizophrène. Donc il apparaît ainsi possible de rendre justice à la rationalité des sujets schizophrènes et de contribuer à la compréhension de ces sujets. Et la modélisation qu'on a proposée, elle combine une couche de linguistique formelle naturaliste, donc issue du camp le plus dur de la sémantique formelle, avec une couche d'interprétation pragmatique de corpus. Alors, est-ce qu'on peut maintenant sortir du cercle? On pourrait se dire, est-ce que c'est un petit peu exagéré de prétendre réfléchir au statut des modèles à partir d'un modèle linguistique qu'on a contribué à développer? Je suis un petit peu à la fois juge et partie là-dedans. Alors, s'il s'agissait de défendre une position normative du type ce que doivent être les modèles, on serait évidemment dans une forme de dogmatisme inacceptable. Comme il s'agit ici de contribuer à une analyse descriptive, ce que sont les modèles, voire ce que peuvent être les modèles, donc on est seulement juge et partie. Vous allez me dire c'est déjà beaucoup, mais c'est aussi là ici j'ai l'occasion de soumettre tout ça à d'autres, donc à vous, aux participants du séminaire, donc qui va nous sortir de ce dialogue entre nous. On ne sera plus seulement juge et partie. Vous pourrez être juge sans être partie. Enfin, certains traits dégagés de la modélisation GSC là paraissent bien impliqués par l'objet de la modélisation, à savoir le fait qu'on ait affaire à des conversations pathologiques. C'est aussi c'est un objet très particulier qui conduit à ce problème de confrontation aux données et de validation des modèles qui est vraiment un contexte vraiment spécifique. Alors, quelle valeur pour le modèle, la modélisation qu'on a construite? Donc, il y a une valeur pratique et théorique en dehors des sciences du langage,
En fait, l'idée, somme toute, est motivée par la psychopathologie. Donc, il y a un objectif de prédiction pour la psychiatrie, d'aide au diagnostic, pas au-delà de l'aide. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir un modèle qui prétendrait comment dire, se substituer au diagnostic du psychiatre. En général, les psychiatres, on se pose un diagnostic très, très tôt et on sait que ça varie d'une culture à l'autre, d'un continent à l'autre, la manière de poser ce diagnostic de schizophrénie, mais il s'agit bien d'avoir comment dire, une analyse qui soit une aide, et pas plus que ça. Et une valeur, donc ça c'est la valeur pratique. La valeur théorique, c'est une contribution à l'explication en psychologie, psychiatrie, donc sur les incohérences, en fait, les incohérences discursives. Le DSM relève les symptômes, il n'explique rien. Et là, on a peut-être un possible point d'entrée pour lier les troubles du langage et les troubles de la pensée, donc de voir aussi essayer de rendre raison en essayant de rendre raison des ruptures conversationnelles. On peut avoir cette valeur théorique supplémentaire, mais qui est évidemment pas directement un apport pour la compréhension du langage en tant que tel. Alors, ça, c'est une valeur pratique et théorique en dehors des sciences du langage. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que le modèle pourrait s'étendre en dehors du champ d'application strict des conversations pathologiques? Peut-être, oui, sans doute. Il faut se rappeler que les catégories psychiatriques, notamment tous la pathologie de schizophrénie, les bipolaires, autisme, etc. Donc, ce sont des catégories qui sont construites avec tout ce que ça signifie en termes d'impact du label sur les sujets eux-mêmes et toute la dimension sociale de la construction de ces catégories. Donc, on s'appuie sur une catégorisation des conversations qui elle-même dépend de ces constructions-là. Ce qui fait qu'on n'est pas certain que le seul champ d'application soit celui des conversations dites pathologiques. Et enfin, il y a une séparation qui est évidemment pas absolue, puisque certains exemples du type de la rupture de la frontière droite peuvent tout à fait surgir dans des cas de dialogue de type poétique, humour ou autre, enfin, un passage dans des mondes plus, enfin, des échanges plus imaginaires et joués. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est révélé, ce qu'on essaie d'analyser, disons, au travers des conversations pathologiques, est peut-être pas spécifique seulement à ce contexte-là, et y compris donc les quelques leçons, remarques qu'on peut en tirer d'un point de vue épistémologique pourraient également peut-être s'étendre à d'autres contextes conversationnels. Voilà, j'ai terminé, et je vous remercie. Mais moi, je te remercie beaucoup parce que si j'avais eu accès à ta conférence au début des années 90, je t'avoue que j'en aurais moins bavé. Parce que moi, au début des années 90, on m'a donné tout un corpus oral. L'idée était comment ça se fait que les campagnes pour le sida échouent. Et il y avait un nombre de morts assez conséquent. Et donc, on m'avait demandé, c'était une étude qu'on m'avait commandée. Et donc, j'avais aussi bien la femme de ménage que le cadre supérieur, enfin le prof, le médecin, enfin j'avais tout, hein, vraiment. Et pour ne pas heurter les gens, on leur demandait, pour vous, qu'est-ce que la contagion? Parce qu'on ne voulait pas leur parler directement du sida. Mmh. On se disait, ils vont se braquer. Voilà. Et, et j'ai vu, mais vraiment, et je me suis cassé les dents, j'ai vu en fait euh, euh, des gens qui n'étaient absolument pas schizophrènes raisonner comme des schizophrènes, et qu'importe la catégorie sociale, hein. Sauf que c'était au départ moins frappant, pas forcément sur une phrase. C'est-à-dire que quand on leur disait la contagion, ils parlaient quasiment tous du rhume, pardon. Ils disaient, Mmh. ah oui, alors contre la contagion, oui, le rhume, ah bon, moi je me protège, il y a les vaccins, etc. Et puis après, mais sans transition, il n'y avait même pas le mais, hein. C'était, grosso modo, la structure du truc, c'était mon voisin, il se vaccine tous les ans et il attrape quand même la grippe. Donc les vaccins, ça ne vaccine pas. Déjà, c'était bon, ok. Et ensuite, les gens dérivaient sur, mais moi, alors donc c'était une autre boîte, hein, toi, tu aurais créé une autre boîte, Mmh. mais moi, quand j'aime, eh ben, je ne me protège pas.
parce que à ce moment-là, le VIH, il passe pas, quoi. Grosso modo, D'accord. voilà. Et en fait, c'était ça le nerf de la guerre, c'était que les gens se protégeaient quand c'était des relations légères, mais dès qu'ils avaient vraiment un sentiment amoureux fort, et même si c'était la première fois qu'ils avaient un rapport sexuel avec la personne, et ben, comme ils aimaient, ils se protégeaient plus. Hmm. Bon. Et vraiment, c'était, pour moi, c'était quasiment un discours schizophrénique, quoi. Donc, je pense que ta conclusion à la fin en disant on pourrait aller voir dans le discours ordinaire s'il n'y a pas des structures analogues, je pense que vraiment oui. Oui, oui, c'est bien possible. Ouais. Les gens n'ont jamais l'impression de se contredire, hein. Hmm. Ils disent pas, ils arrivent tout à fait à la conclusion, finalement, un vaccin, ça vaccine pas, ou quand on aime le virus, il passe pas. Euh, ils ont pas de, il n'y a pas d'articulation en se disant, bah, c'est bizarre quand même par rapport au début de ce que j'ai pu raconter quand j'ai pris la parole, quoi. Donc, il y a Oui. vraiment des boîtes séparées comme ça, où il y a des traitements séparés. Bah oui, 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 je pense que bon après c'est comment dire, je je sais pas du côté de l'analyse conversationnelle en général. Je pense qu'il y a sans doute des tas d'autres leçons utiles à tirer que nous on s'est vraiment focalisé sur un aspect très particulier, hein, qui sont ces incohérences là dans ce contexte. Ensuite, je sais pas comment de façon plus générale dans l'analyse conversationnelle comment toutes ces questions d'incohérence sont plus largement gérées, quoi. Donc c'est possible qu'il y ait des travaux, enfin il y a sans doute des travaux très intéressants aussi dans des contextes vraiment très différents de ceux des conversations pathologiques à ce sujet. Mais alors bon, dans les années 90, ça n'aurait pas été possible parce qu'on a vraiment démarré dans les années 2000, hein. Ah oui, Et oui. À l'époque, moi, quand j'ai travaillé là-dessus, il y avait quasiment rien. mm, Et je ne m'attendais pas à de telles incohérences dans un même discours. Il suffisait de laisser parler la personne 1 heure. mm. Et en fait, à la fin, on se disait, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Parce que, Oui, il a dit tout et son contraire. Oui. ben oui, Oui. et jamais elle dit, oh, c'est bizarre quand même, j'avais dit que ça vaccinait, j'avais dit que le préservatif, ça empêchait la maladie de passer. Non, non. Mm, Non, non, c'était tout à fait naturel bah, de faire 2 boîtes, quoi. Il y avait. oui, oui. En fait, oui, ça va être des contextes différents qui vont parfois ne pas du tout interagir. Alors ça, on le voit sur la difficulté qu'il y a, mais c'est la différence entre comment dire, la linguistique qui se base sur des corpus de celle qui est vraiment produite a priori. Il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas pris en compte, mais sur certains échanges, par exemple, alors c'est parce qu'il y a une partie de nos corpus qui viennent enfin, différents hôpitaux, puis à un moment, il y avait un bruit de ventilateur qui démarrait. C'était à Tizi Ouzou, il y avait le ventilateur qui démarrait. Et il y a à ce moment-là, dans la conversation, un truc, ah, ça a encore démarré, le truc, etc. Bon, donc on a ce bout d'échange. Et en fait, si on avait une transcription et une annotation littérale, enfin, linéaire de la conversation, c'est totalement délirant. Il se passe des trucs dans la conversation, dans l'échange, qui sont, à un moment donné, il va y avoir à nouveau une réflexion sur le ventilateur. Ah, il continue à faire du bruit au milieu de 2 phrases. Ça n'a strictement aucun sens si on le met sur le même plan. Et c'est vrai qu'on a comme ça des bascules donc, qui peuvent se faire selon le contexte. Là, pour le coup, le contexte au sens large, physique de la conversation. Il peut y avoir des éléments qui vont intervenir, qui vont permettre le passage intempestif d'une boîte à l'autre, mais c'est quasiment un autre plan de conversation. On n'est plus dans la même conversation avec des changements de boîte. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on a commencé à regarder, c'est sur ces changements de boîte thématique, ça a pas elles ont pas, les changements n'ont pas tous le même statut. Les glissements d'une boîte à l'autre n'ont pas forcément le même statut parce qu'on peut avoir l'arrivée intempestive de quelqu'un dans la conversation, la sortie, etc., qui font que hop, on fait une pause et on a, bah, c'est un peu comme les ajustements métaconversationnels, en fait, ça ouvre des sous-boîtes
qui vont pas affecter en fait la construction discursive, enfin conversationnelle principale, quoi. Donc ça, c'est un élément, mais ensuite, bah, il semble, bon, il peut y avoir sans doute une variété de types de boîtes et de manières de passer d'une boîte à l'autre. Euh, Là, ce qui fait qu'on visualise, enfin, qu'on interprète ça comme des ruptures, c'est on a l'impression d'un point de vue, enfin, dans l'analyse rhétorique, c'est que c'est des réponses à des questions, ou c'est au milieu de narration qu'il y a un moment où ça bifurque totalement, quoi. Ça bifurque au niveau thématique. C'est pas un élément d'extérieur qui vient produire ce changement de sujet momentané. Tiens, ça a sonné, qu'est-ce qui se passe? Ou quelque chose qui viendrait justifier en fait le changement de boîte thématique. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans la continuité conversationnelle, sans sentiment de rupture. Et c'est là où on a ce sentiment étrange, hein, d'une contradiction apparente. Un sentiment de glissement quand tu passes de mort politique à mort biologique. Oui. Si la personne, elle glisse. Ton deuxième exemple, c'est pareil, tu avais un glissement. Moi, Mhm. j'avais la même chose. J'avais l'amour sans amour et l'amour quand on aime, tu vois. Et ça Oui. glissait, ça glissait. Et on ne fait pas la Mhm. même chose. Oui. Et Ou ça glisse sans milieu de moi, par doute. rapport à la grippe, je me vaccine. Et une autre boîte où le voisin, il se vaccine, mais ça le protège pas. Mhm. Mhm. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Et Oui. jamais la personne dit, c'est marrant parce que moi, pour moi, ça marche et pour lui, ça marche pas. Non, ils font pas ce Mhm. genre de raisonnement. Mhm. Mais ils arrivent à la fin, à la conclusion que finalement, un vaccin, ça vaccine pas. Oui, en fait, c'est la conclusion qu'on voulait avoir au départ. Oui, ça c'est normal. Mais ils sont partis de l'inverse. Oui, oui. Ça, c'était quand même Mhm. assez. Ça m'avait vraiment perturbé, moi, Mhm. cette étude-là. Donc, je suis très contente de t'avoir Merci. écouté. Je ne veux pas monopoliser tout le temps la parole. Quelqu'un avait levé la main, je crois, mais je suis plus sûr. Un Makawi, Mohamed, non, il ne nous entend plus. Oui, sinon, juste pour dire un autre exemple comment dire, d'extrait conversationnel qui est assez intéressant, c'est une conversation donc, qui démarre avec le psychologue qui arrive dans la pièce où est le patient, qui l'attend pour l'échange. C'est vraiment des échanges non dirigés, les gens sont volontaires pour le faire. Enfin, en général, c'est des patients qui sont internés à l'HP, puis ils s'ennuient. Ça va un temps, mais c'est l'occasion, il y a l'occasion, si l'occasion est proposée d'aller discuter avec un psychologue, même sans impact sur le soin et sur les conditions d'internement, il y a pas mal de gens qui sont volontaires. Et donc là, le psy arrive, pose la question, bonjour, ça fait longtemps que vous êtes ici, donc il y a une ambiguïté sur le ici, est-ce que c'est dans l'hôpital ou est-ce que c'est dans la pièce? Cette ambiguïté est résolue, c'est normal, c'est tout à fait ordinaire qu'il y ait des ambiguïtés comme celle-là. Donc l'ambiguïté est résolue dans les quelques tours de parole qui suivent. Et la question, je ne sais plus si la question portait sur oui, la question portait sur le ici dans la pièce. Ils répondent, etc. La conversation s'engage, il y a 10, 20 tours de parole, et puis derrière, à un moment donné, sans crier gare, la personne schizophrène repart sur le ici, mais dans l'autre sens, dans l'autre interprétation. C'est-à-dire, on était sur la pièce et finalement on reprend le ici, se regreffe au ici en réouvrant l'ambiguïté, en réambiguisant en fait le terme, alors que l'ambiguïté avait été résolue, une ambiguïté tout à fait ordinaire qui a été résolue de façon tout à fait standard. Il réambiguise le truc et il repart sur un ici et rebondit dessus, mais donc ça paraît complètement absurde, mais en fait non, ça l'est pas tant que ça. Si on remonte, si on peut rendre raison de ce truc-là, mais c'est juste simplement, ça ne respecte pas les conventions usuelles que quand on a résolu une ambiguïté, ben même si on veut la rejouer, ce qui peut se produire, on peut la rejouer, mais à ce moment-là, on le signale, on dit ah, vous me demandiez, ça faisait longtemps ici, mais au fait, à propos de l'hôpital, là, j'y suis depuis 2 mois. Voilà. Et donc, on a plusieurs exemples comme ceux-là qui sont assez, oui, voilà, enfin, qui sont notables Et est-ce que des cas de coq à l'âne, tu en as beaucoup? des coq à l'âne. Bah, Mm. ça apparaît comme un coq à l'âne. Bah, pas trop quand même, parce que
Le déictique ici, il peut effectivement référer qu'à la pièce ou au lieu global où tu es. Oui, mais Elle a les deux fonctions. c'est en Ouais. faisant l'analyse après coup qu'on voit qu'il y a le ici sur lequel il s'est greffé. Mais en fait, là, dans le flux conversationnel, pour le psy, c'est vraiment, on a l'impression oui, il y a un peu du passage du coq à l'âne. Est-ce que tu peux remettre la diapo qui est juste avant les références, s'il te plaît? Oui. Non, c'est peut-être pas celle-là. Mais il n'y a pas que moi qui ai des questions quand même. J'ai l'impression de tout monopoliser là. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des remarques sur le. Alors oui, la présentation, elle sera mise en ligne sur le site du laboratoire Modico. C'est Modyco. Et vous avez séminaire et quand vous déroulez le menu, vous avez, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, YouTube, et à ce moment-là, vous pourrez réécouter la conférence de Manuel. Ben, si vous n'avez pas de questions, moi j'aimerais bien comprendre. Alors, c'était plutôt dans les premières diapos, cette dimension entre sémantique et pragmatique. C'est-à-dire, si ça t'embête pas, quand vous dites pour un sujet sain, on fait l'hypothèse que, C'était ça. Mhm. voilà, c'est ça. Mhm. Parce que là, pour moi, tu es allé un petit peu trop vite. Donc, tu Oui, pars, pour un sujet ordinaire, tu pars du postulat qu'il a une correction, lui, pragmatique, mais qui peut dévier d'un point de vue sémantique, c'est ça? alors, non, c'est pas lui-même. C'est ça que j'ai pas compris. Ouais. Oui, alors, effectivement, je suis sans doute passé trop vite là-dessus. C'est pas lui-même qui va dévier sémantiquement. La déviance, entre guillemets, la rupture, son origine, c'est bien du côté du locuteur schizophrène. Donc là-dessus, il n'y a pas de. C'est le locuteur schizophrène qui produit une bizarrerie dans l'échange. Maintenant, c'est les deux points de vue qu'on essaie de reconstruire sur la conversation. Donc la déviance, on peut la placer soit du côté sémantique, soit du côté pragmatique. Mais c'est pas le locuteur lui-même qui est à l'origine ordinaire qui est à l'origine de cette déviance. C'est qu'en fait, il y a un truc qui colle pas, il y a une rupture avérée. On essaye de voir comment produire comment rendre raison de la conversation. Pour le sujet ordinaire, en fait, il perçoit une contradiction. Il perçoit qu'il y a un truc, c'est en gros que son interlocuteur dit n'importe quoi, il y a un truc qui se contredit. Mais pour percevoir les choses de cette manière, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une inconsistance au niveau du contenu, de la représentation du monde construite dans la conversation, euh, on le fait à partir du moment où on postule la correction pragmatique, c'est-à-dire où on respecte parfaitement les règles, on n'enfreint pas la règle de la frontière droite, quand une élaboration, ce qu'on discutait tout à l'heure, là, quand une élaboration se fait, elle se fait en dessous et ça reste dans la même boîte thématique, etc. Pour le sujet schizophrène, donc c'est l'inversion. Nous, on a juste voulu postuler qu'il y avait la correction sémantique et une parfaite logicité en fait du locuteur. Et donc, comme de toute façon, il y a un endroit où ça marche pas, l'endroit où ça marche pas, bah, on le met dans les règles de rattachement. Et c'est là où lever la contrainte de la frontière droite, par exemple, ou lever la contrainte d'une clôture basse avant la remontée dans l'arbre, ça permet en fait de préserver la correction sémantique, c'est-à-dire préserver la cohérence thématique de l'intervention. Mais évidemment, c'est ailleurs que ça coince. Donc, dans les deux cas, c'est la représentation du même segment et c'est ce qu'on retrouve dans la représentation, voilà, qu'on a produite ici. Au-dessus, donc, on a la cohérence sémantique et l'incohérence pragmatique. La rupture au niveau pragmatique, ici, c'est le B130 qui revient là, plus le B132 là, qui au milieu va se balader de l'autre côté.
Du côté là de la représentation de la même conversation par le locuteur ordinaire, on a le respect de toutes les règles pragmatiques, mais on a ici une incohérence thématique, donc sémantique, qui se produit. Comment tu définis la pragmatique? Parce que pour moi, tu restes au niveau de la sémantique là. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu mets ça du côté de la pragmatique. Bah, c'est les relations rhétoriques, je les mets du côté de la pragmatique. Ah, d'accord, ok. C'est juste la construction des liens entre les segments. Voilà. C'est ça, c'est comment dire, une approche très très restreinte de la pragmatique, qui est, celle vraiment qui est c'est la base de la SDRT. Hmm, d'accord. Tout a été limpide pour tous les autres participants. Vous n'avez pas des questions complémentaires? N'hésitez pas à m'en envoyer après par mail, hein, si voilà, je pense que mes coordonnées sont trouvables à partir de mon nom. Je vais pas, ouais, avec plaisir, je pourrais répondre à des questions si vous, ou à des critiques si vous en avez à m'adresser par la suite. Écoute, alors on va te libérer, Manuel. Et vraiment, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a permis de voir autrement des problèmes que je me posais. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ok, bah merci beaucoup pour l'invitation, hein, et merci beaucoup pour toutes les questions. Donc là, c'est bien, ça va me permettre de clarifier mon propos, j'espère, sur certains aspects. Merci. Eh ben, merci à vous qui êtes venu écouter Manuel Rébuchy et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ça,